Hi, c'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Et bonjour à tous, écoutez, ravi de vous retrouver pour cette rentrée 2022. Figurez-vous que les ondes de l'Reims Radio émettent à nouveau aujourd'hui même. Et nous faisons partie de la grille des programmes désormais. On essaiera de faire une émission mensuelle, comme on s'est attelé à le faire l'an passé. N'est-ce pas les filles ? Oui, en effet. Alors l'émission s'appelle ICANN, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. C'est l'émission préparée, animée par... les jeunes. Mais quels jeunes ? Du BTS Communication du lycée Bristol. À Cannes, absolument. Et pour les jeunes, puisque nous enregistrons, du campus Georges Méliès à Cannes-la-Boca. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, Jeanne, en quoi ça consiste ICANN ? Eh bien, nous allons parler dans différentes rubriques des sujets qui nous intéressent et qui est régionaux la plupart du temps, ou des astuces pour les étudiants. Vous verrez ça pendant les différentes rubriques et avec nos différents invités. Exactement. Donc, pas mal d'exclus, pas mal de sujets, pas mal de choses que vous allez apprendre, chers auditeurs. Des bons plans, oui, des astuces, de l'actu et plein de choses un peu inédites. Je n'ai pas salué encore Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Est-ce que l'été... Oui, forcément, je vais toujours bien. Comment s'est passé votre été à toutes les trois ? L'été, c'était l'été, donc c'était un très très bon été. Bien évidemment, il a fait très chaud et très contente que ce soit la rentrée et de retrouver nos jeunes avec nous pour cette émission. Mais écoutez, pas mieux. Et vous les filles ? Erin ? Il est passé à une vitesse fulgurante. Donc il s'est bien passé. On peut dire ça, oui. Voilà. Et Jeanne ? Eh bien, de même pour moi, même s'il était agrémenté de travail également. Eh oui, car nous précisons que nos étudiants ne sont pas seulement étudiants, mais ils sont également apprentis, c'est-à-dire qu'ils passent la moitié de leur temps, non pas à se dorer la pilule chez eux ou au soleil ou à la plage, mais... en entreprise, mais il faut aussi savoir profiter des vacances qu'on a. Et voilà. Exactement. C'est vrai qu'on a la chance d'habiter une très très belle région, donc c'est bien aussi de souligner que nos jeunes sont des apprentis, ils sont apprentis en communication, donc ils sont en BTS, ils préparent donc un diplôme national et c'est vrai que ces émissions pour eux sont très riches et de très très belles expériences pour acquérir de belles compétences. Absolument, c'est tellement bien dit. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec nos chroniques qui nous attendent donc durant cette heure d'émission de rentrée. Donc, nous allons commencer par parler de convention, de event avec un Z, donc ça ce sera plutôt Erin. On parlera de jeux vidéo avec la sélection d'Alexandre. On parlera de street art avec Laurent et Sébastien. C'est une très très belle rubrique. Vous allez apprendre plein de choses et découvrir de beaux artistes. On parlera de foot avec une invitée mystère que je ne vais pas nommer, mais vous allez voir, c'est une exclusivité ICANN. On parlera de l'actu sport. On parlera d'activités, donc de sport que vous pourrez faire vous-même. Sur le bassin cannois, mais pas que, puisque c'est quelque chose qui est actuellement très en vogue. On parlera de bonnes nouvelles, figurez-vous. Et oui, on a une rubrique bonnes nouvelles, vous en saurez plus un peu plus tard. Et puis des petites astuces, puisque comme c'est une émission qui s'adresse aux jeunes et aux étudiants, on a quelques bons plans, quelques astuces pour les cours, pour bien s'organiser, pour bien débuter l'année, pour bien réussir ses études, tout simplement. Voilà. Et puis, on terminera avec une rubrique astrologie. Que nous réserve l'automne qui a commencé déjà il y a quelques jours. Eh oui, c'est fini l'été, c'est fini les vacances, c'est fini le bon temps. Ne pleurez pas, Jeanne. On s'en remet doucement. Tout à fait. On va commencer tout de suite avec vous, Jeanne. Du coup, on va parler de convention. Alors oui. Jingle. Des tendances, c'est l'actu de la com. Alors Jeanne, actu. Ce jingle, toujours aussi incroyable. Magnifique, fait par vous-même, par la classe. Donc cet été, j'ai pu profiter de certaines conventions. Donc pour ceux qui Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une convention pour ceux qui ne connaissent pas ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des lieux de rassemblement où il y a des exposants qui vont pouvoir présenter leur travail et proposer des activités dans des lieux dédiés à tout ce qui est pop culture. Donc ça comprend tout ce qui est animation, jeux vidéo, même cinéma.
Donc c'est vraiment très large. Et du coup, c'est la dernière de l'été, c'était la World of Geek, que vous connaissez peut-être via son ancien nom, Bien entendu. qui était à Fréjus, et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, parce qu'elle a changé de propriétaire. Et de nom, il me semble Et aussi, de non? nom Parce que aussi. moi, je me rappelle, j'y étais allé il y a quelques années, ça s'appelait le Mang Games ou quelque chose comme ça. Mangame Show. Voilà, c'est ça. Merci Erin. Et oui, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec certains invités qui n'étaient pas payés, ou des détournements de fonds, si Oula. je me souviens bien. Donc D'accord. des histoires qui ont vraiment Ouais. nuit à la réputation de l'événement. Mhm. Et donc c'était un nouveau départ cette année. Et du coup, nous avons pu en profiter à la fin de l'été. Mais si vous l'avez loupé, vous pouvez vous rattraper en allant à d'autres endroits. Donc il y a la Hero Festival le 5 et 6 novembre qui se passera à Marseille. Mais il y a également pour ceux qui habitent plus loin à Avignon la Geek Expo, mais ce sera en 2023. Il faudra être patient lors de ces événements. Alors quand 2023, plutôt C'est en- printemps? C'est le 11 et 12 février. Ah oui, Donc ouais, oui, dans quelques mois. c'est ça. Mhm. Et après, pour le reste, en février, ils ont décidé de mettre tous les événements aux mêmes dates. Donc vous avez le choix si vous habitez Donc plus ou moins embouteillage loin. de conventions Exactement. Ils ne se à sont prévoir, bison futé en mois de février. C'est ça. Eh bien, pour ceux qui sont fans de jeux, il y a le Festival international des jeux à Cannes. Ah oui, même. rendez-vous incontournable. Au Palais des Exactement. Festivals, bien sûr. Exactement. Vous pourrez, du coup, avec vos amis, vos familles, tester des nouveaux ou revoir d'anciens jeux de société. Et je rappelle que vraiment c'est un événement familial puisque tout le gratuit. monde est gratuit bien sûr et tout le monde peut y trouver son compte, aussi bien les jeunes que les plus anciens. Exactement. Mm. Il y a de tous les styles et pour tous les goûts. Et d'ailleurs de mémoire, chaque année c'est un petit peu l'émeute parce qu'il y a tellement de monde c'est qu'ils refusent presque du monde. Oui, Voilà. c'est arrivé certaines années où pendant quelques minutes, ils enlevaient la queue parce qu'il y avait trop de monde. Eh oui. Donc bien prévoir tout ça. Oui. Et au même moment, du coup le 24 et 26, il y a la Japan Expo Sud à Marseille Ouais. également, qui là sera plus axée... Incontournable pour tous les geeks, bien entendu. Exactement. Donc qui sera plus axée animation japonaise, on peut dire ça comme Ah ça. bah oui, Japan Expo, oui, Et- forcément. Voilà. Mhm. Et sinon, le 25 et 26, pour notre principauté à Monaco, il y a Ah. une convention qui s'appelle la Magic. Le Magic Festival, effectivement, Donc, un rendez-vous. Alors en plus qui est très attendu puisqu'il a C'est ça. été annulé et reporté depuis, je crois, 2 ou 3 ans, depuis les confinements. Exactement. Et ça a beaucoup frustré et les organisateurs et les participants et les visiteurs, bien sûr. Donc allez les encourager voilà. en y passant faire un tour. Et on en profite pour Ouais. faire un coucou aux organisateurs, Cédric Biscay et Hervé Trouillet notamment, qui sont absolument formidables, qui ont un talent fou, qui ont plein d'idées et qui font vraiment un événement extraordinaire avec des invités mais Ouais. monumentaux. Moi j'avais pu On rencontrer a hâte. des gens comme Aurel San, Ayam, des créateurs de mangas mythiques, Goldorak et compagnie. Enfin c'est hallucinant, vous avez des masterclass, vous avez du cosplay, vous avez absolument de tout et c'est gratuit. Par contre, un peu comme pour le Palais des Festivals encore plus d'ailleurs, c'est limité à je crois 2500 ou 3000 dans la C'est journée, pas quelque chose comme beaucoup. ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment premier arrivé et après c'est fini. Dès que le quota est atteint, sur place, vous ne rentrez plus. Donc hâtez-vous. Hâtez-vous, ah oui, c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour tous les fans de culture geek, voilà, au sens large. Si vous ne savez pas quoi faire en février ou début novembre, vous pouvez aller dans ces lieux pour vous amuser en week-end. Absolument. Eh ben merci Jeanne. C'était très clair. Donc tous à vos agendas. Si, chers auditeurs, vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces précieuses informations, sachez que cette émission est rediffusée tout au long de la semaine, que vous pourrez la retrouver ensuite en vidéo sur YouTube, sur notre chaîne ICANN, à laquelle vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Et puis vous pouvez commenter, vous pouvez nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, pareil, ICANN, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn. J'ai dû en oublier, mais on est à peu près partout sur les réseaux. Voilà. Et nous ferons une joie de vous répondre. Exactement. Likez la dernière émission, du coup. Et oui, ah oui, elle était assez mémorable, notamment au niveau visuel. On s'était un petit peu lâché début juillet, effectivement, pour lancer l'été.
Voilà. Bon, on enchaîne immédiatement avec Erin. On reste dans l'univers un peu geek, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Avec un événement dont on n'a jamais entendu parler. Hein. Ah oui, non, jamais, surtout sur cette radio, Mhm. c'est la première fois. Ouais. Du coup, on va parler du The Event. Donc, on vous en a déjà parlé si vous avez écouté les émissions précédentes. Et ils ont écouté parce qu'ils sont fidèles, Je ces l'espère, auditeurs. vraiment, très sincèrement. Et du coup, là, on va faire un petit débrief parce qu'on vous a parlé du avant et maintenant, on va vous parler Du pardon, after. du après. Voilà, donc plus de 50 heures de stream, 57 streamers présents et autant d'extinctions de voix. Le The Event 2022 a été un très grand cru. Donc voilà, donc les jeunes streamers étaient sous l'égide du streamer Zerator, donc qui est le streamer en fait qui a mis en place le The Event depuis 2016. Ah oui, Et ils ça ont fait déjà un moment. Oui, ça fait déjà un moment. Et ils ont réussi à récolter 10 182 126 €. Donc ils ont battu le dernier record, donc celui de l'année Félicitations dernière. à eux. Oui. Et en Combien vous dites? fait, 10 182 126. Wow, ça calme. Hein. L'année dernière, ils comprend- avaient déjà dépassé les 10 millions, mais ils avaient quand même fait moins. On comprend pourquoi Emmanuel Macron en a parlé. C'est ça. Et on va justement en parler un peu après. Et donc en fait, cet argent a été séparé pour plusieurs associations. Donc WWF France, Sea Shepherd, Sea Cleaner et la Ligue pour les oiseaux. Donc qui se sont partagés l'argent et qui ont chacun à peu près 2,5 millions d'euros pour élaborer leur budget 2023. Voilà, donc le The Event, si vous ne connaissez pas, c'est un événement à but caritatif. Donc le but c'est de récolter des dons, c'est des streamers qui font des lives sur la plateforme du coup de live Twitch. Et le but c'est que les personnes regardant les lives fassent des dons qui seront ensuite reversés à une association. Donc là en l'occurrence c'est plusieurs associations. Et du coup on va un peu parler de ce qui s'est passé pendant l'événement, ce qui a fait plus ou moins polémique. Voilà, donc ça a duré plus de 50 heures, donc ça a duré sur 3 jours en fait. Il y a une cinquantaine de streamers francophones qui se sont époumonés devant leur écran et leur public, participant parfois à des activités communes assez folles et encourageant la jeunesse française à faire des dons en s'imposant des défis plutôt loufoques, parfois on a pu voir ça. On a pu apercevoir des tournois de jeux vidéo avec notamment une superbe partie géante, donc rassemblant la plupart des streamers, les 57, de Fall Guys. On a aussi vu pas mal de sports avec des tournois de paddle, de boxe et de spike paddle. Le paddle. Ouais, de paddle en intérieur. Ah oui, j'aime bien Oui, le concept. c'est assez loufoque. Il y a même eu une aventure dégustative osée lors du croque-lanta de Lapi. Croque-Lanta, Ouais, le croque-lanta. pourquoi pas? Mais ce n'est pas tout, afin de proposer des alternatives aux dons traditionnels. Donc il y a la classique boutique du The Event où on peut acheter son t-shirt du The Event, qui est un t-shirt annuel en fait, qui change à chaque fois, ainsi que par exemple une plaquette, la plaquette du The Event. Il y a d'autres Donc des objets événements. qui deviennent collecteurs après, j'imagine. Oui, voilà, bien sûr. Après, ils sont plus disponibles. Eh oui. Et donc, il y a d'autres événements qui ont été proposés aux internautes, comme par exemple le fait de bâtir leur propre fresque artistique sur la Airplace. Donc, c'est sur Reddit. On a notamment pu le voir durant la Pixel War qui a eu lieu en avril. Et du coup, il fallait payer 1 € pour les 10 pixels. Et donc, ça a permis à tous les internautes de pouvoir mettre en avant leur créativité et en même temps faire des dons pour les associations. Voilà. Et du coup, on a eu une espèce de petite guerre entre les différents streamers qui encourageaient leur communauté à mettre en avant le streamer. Voilà. Eh ben, Et du coup, outre du coup, ces 57 jeunes hommes et jeunes femmes, et on a aussi eu de divers invités de marque qui ont ponctué de leur action ces quelques jours de célébration, avec par exemple l'apparition d'Alain Chabat lors d'un burger quiz déjanté le samedi soir. Alain Chabat, dont j'ai entendu dire qu'il animait une émission quotidienne sur TF1 le soir, inspirée du Saturday Night Live Show, émission mythique des États-Unis. Pour l'instant, un petit teaser un peu énigmatique qui est passé. On attend la suite, ça va arriver très prochainement. Petite pub gratuite pour notre cher Alain. Ah oui, bah Alain Chabat, de toute façon, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est les nuls, hein, donc on ne peut qu'aimer. Oui, on ne peut qu'aimer. Et du coup, au-delà donc du simple divertissement, c'est aussi l'engagement politique de certains streamers qui a fait un peu de bruit lors de la dernière journée de l'événement, notamment après le message de remerciement usuel posté sur Twitter par Emmanuel Macron
donc pour remercier pour le The Event. Mhm. Donc si certains ont une nouvelle fois salué l'implication du président de la République, son message a été considéré comme malvenu par certains streamers comme Antoine Daniel et Angle Droit, qui n'ont pas hésité à critiquer le chef de l'État pour son inaction écologique et ses tentatives de récupération politique. Donc c'est Antoine Daniel qui a ouvert le bal des critiques. On peut quand même les pardonner parce que ça faisait 3 jours, ils étaient en live, ils étaient fatigués. Ouais. Du coup, ils ont agi vraiment sur le coup. Mais Antoine Daniel, il a ouvert le bal des critiques en n'hésitant pas à exprimer son antipathie envers le chef de l'État. Et du coup, il dénonçait le fait que Macron profitait de l'événement pour faire sa promotion, alors que, je cite, c'est à cause de personnes comme lui qu'on doit faire des événements comme ça. Voilà, il y a également Angle Droit qui a dénoncé l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et qui a été un peu plus cru dans ses propos que je ne citerai pas, Oui, car vaut on mieux, retrouve vaut de mieux. nombreuses insultes. Absolument. Voilà, mais vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Oui. Voilà. Enfin bon, peu importe. Ce qui compte, c'est quand même l'événement, c'est bien passé, tout le monde a été content, c'est l'essentiel. C'est ça. Et du coup, normalement, ce sera le dernier The Event qu'on connaît. Il va revenir en fait, Oui. mais il sera juste sous une autre forme. Donc, on peut imaginer que le The Event s'éloigne progressivement de la grande lane amicale qu'on a connue pour Oui. se rapprocher d'un show à grande échelle en 2023. Ah ah. Donc un grand virage à venir pour cet événement qui va C'est prendre ça. une dimension, on va dire, beaucoup plus conséquente. C'est ce qu'on imagine en tout cas. Bah, c'est logique, hein, le succès forcément amène ce genre de choses. Et ben merci beaucoup Irine pour cette de rien. chronique. On enchaîne pour rester dans l'univers geek avec Alexandre C'est ça. qui va nous parler de sa sélection de jeux vidéo de la rentrée. Enfin de la fin d'année, parce que la rentrée ça fait déjà un mois. Hein. De la fin d'année, exactement. Voilà, alors la sélection jeux vidéo d'Alexandre. Bienvenue dans la rubrique jeux vidéo. Let's play a game. Magnifique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 jeux majeurs de cette fin d'année. On commence avec Overwatch qui ferme ses serveurs le 2 octobre prochain. Le jeu multijoueur de Blizzard va en effet être remplacé par Overwatch 2 qui sort le 4 octobre. On aura donc 2 jours de battement sans Overwatch. Mais on peut se demander du coup quelles sont les nouveautés de ce jeu qui a l'air très similaire par rapport à son grand frère. Alors pour commencer, sachez qu'il est free to play, donc il sera totalement gratuit. Le système économique du coup est totalement revu et se basera sur la personnalisation des personnages et le fait de débloquer les héros. Alors c'est un système économique qui est discutable, voire perfectible, à voir comment c'est implémenté et comment ce sera en jeu. Également des nouvelles maps, des nouveaux modes, des nouveaux héros. La dernière fois on avait parlé de 2 nouveaux héros qui étaient dans la bêta. Récemment on a eu la confirmation de Kiriko et non pas Kirikou. Oui, j'allais dire. Donc un nouveau personnage féminin originaire du Japon qui sera chargé de soigner l'équipe accompagnée de son renard. Je vous laisse la liberté d'aller voir par vous-même comment il se joue sur internet, c'est très intéressant. Personnage qui d'ailleurs sera offert pour tous les détenteurs du premier jeu. Il faut savoir qu'il y aura des cadeaux pour ceux qui ont déjà le premier, et donc ça fera partie de ces cadeaux-là. Il y aura également un mode campagne jouable en coopération avec une histoire et de multiples missions qui seront mises à jour régulièrement. On ne sait pas encore la fréquence exactement des mises à jour, mais on sait que pour mettre en scène différents personnages et varier les gameplays, étoffer l'histoire, il y aura régulièrement des mises à jour de ce mode de campagne. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive des changements qu'apporte le jeu. Rendez-vous début octobre pour tester tout ça par vous-même. De toute façon, c'est gratuit, alors laissez-vous tenter. Bien sûr. Alors ensuite, on va parler d'une icône du jeu vidéo. Elle est bleue, elle court vite, mais son dernier jeu était un flop. Je parle bien sûr de Sonic. Alors Sonic, c'est malheureusement une icône qui s'est perdue dans son concept. Entre le jeu de plateforme et le jeu de course, depuis l'arrivée de la 3D, il subit des transformations perpétuelles d'un jeu à l'autre dans son gameplay. Dans le tas, on a des jeux plutôt bons et des jeux plutôt médiocres, comme l'a été le dernier qui ne nous laissait pas assez de liberté sur le contrôle du personnage. Seule sa musique le sauvait un peu d'être un mauvais jeu. Alors cette année, il revient en force puisque c'est dans un monde ouvert que Sonic Frontier prendra forme. Pour la première fois, on aura la liberté d'explorer ce monde à la vitesse que l'on souhaite. Au menu, des nouveaux ennemis, une nouvelle histoire, de nouveaux décors. On n'échappe pas à la règle, une nouvelle manière de contrôler Sonic, encore une fois, qu'on espère la bonne. De nouvelles musiques et un nouveau système de combat. Et tous ces ajouts rafraîchissent énormément la série et j'espère que ce jeu fera la différence par rapport aux anciens. En tout cas, du peu de ce qu'on a vu, ça a l'air très très prometteur. Ça sort le 8 novembre sur toutes les plateformes, donc vous n'avez pas d'excuses.
Aucune excuse donc. Et on termine avec Alors, un autre nom assez mythique. connu. Eh oui. Enfin, je pouvais pas faire une émission radio sur les jeux vidéo sans parler du prochain Pokémon. Oh. C'est une coutume dans cette émission. Véritable titan du jeu vidéo, Pokémon, c'est une franchise qui a bercé et qui berce encore l'enfance de millions de personnes. C'est une licence qui, comparée à Sonic, a très peu changé finalement en 25 ans. Mais cette fois, vous ne pouvez pas passer à côté du prochain jeu de Game Freak Vous ne pouvez pas passer à côté du prochain jeu de Game Freak si vous êtes intéressé par la licence. Pokémon Écarlate et Violet, c'est de loin leur jeu le plus ambitieux. Il prend place dans la région de Paldea, un monde ouvert inspiré de l'Espagne, immense qui regorge de mystères et de nouveaux Pokémon. Pour la première fois dans la série, nous avons la liberté de visiter la carte du jeu comme bon nous semble, et de réaliser les quêtes qui nous plaisent dans l'ordre que l'on souhaite. Et dans cet espace, on aura 3 quêtes principales qui nous feront progresser dans le jeu. La première est la plus évidente, le parcours des arènes. On a toujours eu cette quête dans les jeux principaux de la série, pour ceux qui ne connaissent pas. Le but, c'est de réunir les 8 badges d'arènes Pokémon pour combattre la ligue et détenir le rang de maître. C'est aussi simple que ça, mais pour la première fois, ces arènes n'auront pas d'ordre précis. C'est nous qui déciderons de l'ordre à laquelle nous les battrons. Et c'est ça qui fait, ça qui est très intéressant pour ce nouveau jeu. La deuxième quête est la quête aux épices. Elle consiste à chercher des épices à l'aide de son ami nommé Pepper, qui seront cachés dans des endroits hostiles de la carte. Ces endroits cacheront des Pokémon dits dominants, qui sont plus gros et plus puissants que la normale. À vous de trouver les épices pour améliorer votre équipe. Et la dernière consiste à combattre la Team Star. Alors dans Pokémon, chaque région a son équipe un peu de méchants que l'on doit combattre. Cette fois-ci, c'est sous forme de base. Alors chaque base comporte plusieurs membres et un boss que nous devrons combattre. On ne sait pas encore les agissements, les objectifs de ces vilains, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'on aura de nombreux combats qui nous y attendront. Alors on a encore énormément de choses à découvrir dans ces nouveaux jeux. Si j'avais plus de temps, on aurait parlé du nouveau système de combat, des nouveaux Pokémon, mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Dans une prochaine émission. Exactement. Le 18 novembre, en tout cas sur Switch, si vous êtes intéressés. Eh ben c'est parfait. Rendez-vous est pris. Merci Alexandre. Merci à vous. Et on va terminer cette première partie de cette première émission de la rentrée avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour professeur. Et Laurane. Bonjour. Bonjour Laurane. Charmante. Vraiment là, elle a mis le paquet. Donc, c'est de la radio, mais je peux vous dire que vraiment, elle s'est bien affrétée, vraiment. Hein. Alors vous allez nous parler de... On va vous parler de graffiti, de peinture et aussi du hip-hop. Alors c'est intéressant puisque c'est quelque chose qui est très apprécié généralement par les jeunes, un peu moins par les moins jeunes. Mais effectivement, vous allez nous démontrer maintenant, donc un petit rappel historique, Exact. et nous démontrer que c'est aussi une forme d'expression artistique. Enfin, vous allez Tout à fait. nous le démontrer. Allez, on vous écoute. C'est clair. Alors, je vais commencer par une question, justement Julien. Pour vous, le hip-hop, qu'est-ce que c'est ? Ah, le hip-hop, c'est toute une culture. Ouais. Moi, j'ai grandi avec ça, c'est ma jeunesse. Alors le hip-hop en France, ça a vraiment explosé au début des années 90, avec notamment des gens comme MC Solar, NTM ou Liam. À la base, c'était vraiment une culture underground. Hein, c'est l'éternel débat qu'on a aujourd'hui, hein, on va pas le lancer maintenant, mais effectivement le hip-hop, avant c'était vraiment la musique qu'on faisait dans sa cave, la musique un peu révoltée pour dénoncer, notamment dans les banlieues, les quartiers difficiles, les laissés pour compte. C'est un petit peu un héritage du R&B et de la soul des origines aux États-Unis. Et puis finalement, progressivement, notamment avec des radios qu'on ne citera pas, mais qui sont spécialisées dans le hip-hop, c'est devenu finalement aujourd'hui la nouvelle pop. Exact, oui, ça a tout à fait évolué. Et en même temps, donc, le hip-hop, c'est aussi donc une culture, ce n'est pas que de la musique, mais c'est aussi le graphe. Hein, on rappelle que par exemple, les gens comme Joe Star ont commencé leur carrière en étant graffeurs. Exact. Bon, je vais vous couper parce que sinon vous allez faire toute ma chronique. Je fais un cours. Alors je vais enchaîner sur ce que vous dites. Effectivement, donc le hip-hop, c'est bien plus qu'un simple rythme de danse. Ça se veut être un mouvement, un état d'esprit et une manière de vivre. Donc tout d'abord, c'est une culture qui émerge de New York dans les années 70 en provenant des quartiers du Bronx. Et ça avait tout d'abord une vocation médiatrice. C'était pour parler aux problèmes ambiants de l'époque, voulant inciter les jeunes à se challenger dans des compétitions artistiques plutôt que de plonger dans la violence, tout simplement. Donc c'est à la fois contestataire et porteur d'énergie positive. Donc le hip-hop puise ses racines dans l'esprit festif. Donc, on pourrait résumer ça par la célèbre
célèbre par sa musique et les scratchs des platines des DJ, mais il se traduit aussi par la danse à travers le break et la peinture avec le graffiti. Le phénomène prend de l'ampleur et s'exporte à travers le monde pour arriver en France, donc 10 ans plus tard, en 1980, chez nous, à travers le hip-hop. Et je vais passer la parole à ma collègue qui va nous dire qu'est-ce que le graffiti. Alors, le graphe ou le tag s'empare des murs de la ville sans demander la permission, bien sûr. Les graffeurs, aussi appelés writers, réalisent des performances en prenant des risques à peindre illégalement sur leur blaze sur un maximum de coins de la ville. Murs, trains, métro, tout y passe. L'idée initiale est de faire mieux que ses collègues du coin. Il faut repousser les limites et trouver les meilleures places. Peindre en solitaire, c'est cool, mais en groupe, c'est mieux. Du coup, ils ont formé le crew. Des crews. Des crews. Des crews. Ils ont formé des crews. Pas les écrous qu'on met dans les murs, hein, c'est des crews, des équipes. Et des fresques colorées toujours plus travaillées. Ils ont vu le jour. Mais comment se compose le graffiti ? Ah, ça, vous allez me l'apprendre. Eh oui, c'est par l'utilisation de l'alphabet conventionnel et s'approprier les lettres. Le jeu, c'est de personnaliser un maximum les lettres et les complexifier leur structure. Le style peut rester sobre et se concentrer sur les tracés et des lettres en bloc. C'est des grosses lettres. Oui, voilà. Tout simplement. Le style white style, si je le dis bien, Ouais. c'est de dynamiser les lettres, ce qui peut compliquer sa lecture. Mais Seb, quels sont les premiers graffeurs français ? Alors, pour revenir à la source, donc en 1981, il y avait juste 2 graffeurs qui ont commencé à peindre sur Paris. Donc, c'était Bando et Scam. Alors que de l'autre côté de la Manche, donc à Londres, il y a des groupes qui ont commencé à peindre également. C'était le TCA avec le crew montant à Londres. Et parmi eux, il y avait Mod2. Voilà, ça c'est un peintre que j'affectionne particulièrement parce que lui, il dessinait que des personnages. Et des personnages BD, il a vraiment un style assez dingue. Et donc Bando, lui, il allait les rencontrer à Londres. Ils ont commencé à échanger, etc., à échanger les techniques. Et en fait, ils sont venus sur Paris. Et c'est de là qu'a commencé à se faire un petit peu le style européen. Parce que c'était très calqué sur le style new-yorkais américain. Et ils ont commencé à développer leur style à eux. Et voilà, donc moi je vous invite à aller voir la plupart de ces artistes Bando et Scam qui sont toujours d'actualité, qui font actuellement dans les galeries. Et on pourrait enchaîner sur la suite. Qu'est-ce qui est devenu le graffiti aujourd'hui à travers le street art. Donc j'enchaîne. Ah oui, qu'est-ce que c'est devenu Évidemment, parce que forcément, comme toutes les formes d'expression artistique, ça évolue. Voilà, donc le street art apparaît dans les années 90. Ces nouveaux artistes apportent une touche décorative avec l'ambition de séduire le spectateur. Donc c'est totalement différent. À l'instar du graffiti, le street art se détache de l'image du vandale et du côté illégal. L'artiste se développe également de nouvelles techniques pour peindre, allant du pochoir au pinceau, pour réaliser de grandes lettres en référence à la typographie faite à la plume, ou bien à travers la mosaïque. Donc c'est totalement différent de ce qui pouvait se faire au départ initialement. Et peut-être que Laurane, tu pourrais nous parler des artistes qui... Un artiste précisément. Ah. Moi je vais vous parler de Banksy, que vous connaissez sûrement parce qu'il de est nom, assez connu. Ouais. Donc cet artiste va garder son identité secrète. Il est connu pour son style urbain, il se sert de la peinture pour véhiculer un message souvent mêlé à la poésie ou à la politique, ou l'humour. Ses graffitis sont divers, enfants, célébrités, personnes âgées, policiers, soldats, singes ou encore des rats. Des rats ? Oui, des rats. Il est connu pour ce fameux rat qu'il mettait dans les coins des rues, à droite à gauche, et en fait, ça a fait une partie de son icône en fait. D'accord. Et vous avez déjà dû entendre parler de son œuvre la plus connue, La petite fille au ballon. Vous l'avez jamais vu, monsieur ? Si vous me la montrez, je vais vous dire oui. Là, tout de suite, non. Alors, le tag a été réalisé pour la première fois en 2002, dans les rues de l'ombre, sur un escalier où tout le monde pouvait voir. Il s'est servi de pochoir pour réaliser son chef-d'œuvre. Il s'agit d'une petite fille vêtue d'une robe noire et blanc,
qui tend sa main en direction d'un ballon qui s'envole et de couleur rouge. Exactement. Et il y a une forme de Une cœur. référence au film de Albert Lamoris, Le Ballon Rouge. Un court-métrage dans les années 50 qui avait reçu Ah, un peut-être. prix très prestigieux. Ouais. Je m'avancerai pas, mais ça se peut, hein, parce que Ouais. Ah oui. ça puise. Parce qu'il y a forcément des références culturelles. Hein. Et à droite de la petite fillette, on peut voir à la même hauteur du ballon que l'on peut lire l'inscription en anglais, si je le dis bien, There is always hope. Parce que je pense que je l'ai mal dit. Une manière de dire Il y a toujours de l'espoir. toujours de l'espoir. Always. Ouais, c'est ça. Qui est très poétique. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, on peut Et- voir que la technique a évolué depuis les années 80 à maintenant. Et moi, je vous invite à regarder tout ce qui se fait aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des artistes de Ouais. ouf. Très sympa. Donc en fait, en résumé, le graphe, c'est une forme d'expression artistique. Ce sont des artistes, ce sont des œuvres, et c'est un état d'esprit un peu comme le hip-hop finalement. Exact. Parfait, la boucle est bouclée. Hi, l'actu made in Cannes. ICANN, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur. De retour dans ICANN, deuxième partie de cette première émission de la reprise, avec tout de suite la rubrique sport. Allez, on se bouge là. C'est l'heure de l'actu sport. Alors on commence tout de suite avec du foot. Bonjour Marie, Bonjour. c'est plaisir de vous revoir. Mais oui, moi aussi. Eh ben oui. Stéphanie nous a rejoint à nouveau. Encore une fois. Oui, et on va tout de suite accueillir notre invité, que je n'ai pas annoncé depuis tout à l'heure. Invité foot. C'est parti. Bonjour Léa. Alors, on accueille aujourd'hui Léa de Cocker. Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Voilà. Alors, Léa. Léa est une ancienne élève du lycée Bristol, que j'ai eu l'occasion d'avoir en tant qu'élève et qui a passé 6 ans à la SCAN. Donc oui, c'est une footeuse, une vraie, qui a mis sa vie en fait entre parenthèses pour le foot. C'est beau. Ouais. Donc on va d'abord faire une petite intro sur c'est quoi la SCAN finalement. Oui. Même si tout le monde connaît, on va se poser la question c'est quoi. Et après Léa, on revient vers toi. Pas de souci. Voilà, donc du coup, moi je vais enchaîner avec une petite présentation de l'ASCAN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'ASCAN, ça a été donc créé en 1902, donc l'association sportive de Cannes, qui est un club historique français, on peut le dire, vainqueur de la Coupe de France en 1932. L'ASCAN est également reconnue pour la qualité de son centre de formation, avec de nombreux joueurs professionnels qui ont été formés au sein du club, tels que Zinedine Zidane ou Patrick Vieira par exemple. En juillet 2019, le club va même obtenir le label Jeune Élite. Voilà, donc un petit peu pour parler et introduire l'ASCAN. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un club qui a eu beaucoup de distinctions et qui aide les jeunes à évoluer dans le milieu du sport en général et sur l'ASCAN Foot, du foot. Voilà, donc je pense qu'on peut tout de suite commencer avec l'interview. Léa, donc est-ce que tu peux tout d'abord te présenter à nos auditeurs, nous parler un petit peu de ton parcours dans le sport? Alors bonjour, du coup on m'a présenté, je m'appelle Léa. Alors moi en ce qui concerne le football féminin, mon histoire, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Au début mon papa était contre parce qu'il voulait pas que je fasse du foot parce que pour lui c'est un sport de garçon. Et je suis venue habiter C'était une passion de toute petite ou c'est venu d'un coup? Depuis toute petite. Et en fait, j'ai déménagé, j'habitais dans le Nord. Et en venant ici, ma mère a voulu que je vive mon rêve, en gros. Et donc, je me suis inscrite donc, à l'ASCAN. Voilà, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Et j'ai eu la chance d'intégrer en terminale donc, la classe foot, section foot féminin, du coup. Parce qu'il y avait déjà les garçons. Et franchement, c'était du pur kiff. C'était un peu dur de jumeler les cours et le foot, mais bon, je pense qu'il y a des questions sur ça. Exactement. Je vais pas trop m'avancer. Mais voilà, franchement, le foot, pour moi, c'est ma passion. Et voilà, tout simplement. Est-ce qu'une vie sans foot, ça pourrait exister pour vous? Non, impossible, c'est une drogue. Une bonne drogue. Voilà, du coup, on va tout de suite enchaîner sur la question par rapport aux études, justement. Donc, comme tu nous disais, est-ce que tu aurais des conseils pour nos auditeurs qui aimeraient justement pratiquer le sport et en même temps leurs études, en fait? Alors que ce soit pour les garçons comme pour les filles, de toute façon, je m'adresse aux deux. Il
il faut se préparer mentalement et savoir que du temps de repos, il y en aura peu. Il va falloir se concentrer sur les études, mais aussi sur le sport si on veut percer, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Il y a de la concurrence dans le monde du football. Et voilà, après, les cours, ça reste assez compliqué. Franchement, ça a été assez compliqué pour moi. Vraiment, je parle sur le temps de sommeil, tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, ça a été une expérience de fou, si je puis dire. Et je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, le sport et les études? Donc, j'avais la classe foot. Hein. Je sais que c'était très, très, très difficile, notamment quand il y a les matchs, les sorties, les week-ends. Donc, c'est vrai que le temps de repos est compliqué. Est-ce que tu aurais des petites astuces, justement, pour nos auditeurs sur ce côté Alors, en astuce de tête, là, je dirais... Franchement, moi, je sais que j'avais le samedi pour moi. Au lieu de sortir avec mes amis, je préférais me reposer. C'est bête, mais après, c'est des choix. Si on veut progresser assez rapidement, si on veut évoluer dans le monde du foot, il faut faire des choix. Donc voilà, moi j'avais mon samedi pour moi en repos. Et après, le dimanche, c'est vrai que c'était match. Donc dans ma tête, c'était concentré, musique dans mes écouteurs. Vraiment focus sur le match, quoi. Ça marche. Oui, la concentration dans le sport est vraiment très, très, très importante. Et la concentration, elle ne vient pas comme ça, en fait. Plus on se concentre, mieux on va être concentré et plus on va progresser dans ce domaine. Et parmi votre classe, du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont percé comme vous, qui ont réussi à intégrer le club de manière professionnelle? Alors, pour ma classe, moi, on n'était que 2 dans ma classe. Donc, il y avait moi et Naomi. Après, on parle de filles. Après, franchement... pas grand monde. Là, j'ai pas trop de nouvelles de ceux qui étaient dans ma classe, justement. Après, voilà, moi, je connais des filles qui sont à l'heure actuelle professionnelles, qui réussissent leur vie grâce à ça, vivent du football. Et voilà. D'accord. Voilà, donc pour suivre sur le football féminin, est-ce que pour toi, il est assez bien représenté aujourd'hui en général? Alors, en termes de médiatisation, si je puis dire, comparé aux garçons, parce qu'on fait toujours une comparaison, c'est plus faible que les garçons. Notamment, je prends l'exemple de l'Euro ou la Coupe du Monde, on voit qu'il y a moins de personnes qui regardent ou des choses comme ça, mais je pense qu'avec le temps, ça va se développer. C'est comme les rémunérations, c'est beaucoup plus faible, mais je pense qu'avec le temps, ça se développe et j'invite à nos auditeurs à suivre plus le foot féminin aussi, si on veut que ça se développe justement, et voilà. Puisqu'on le rappelle, le foot, c'est avant tout de la technique. C'est pas seulement de la puissance ou de la force, donc c'est pas forcément quelque chose associé à la virilité. C'est aussi de la technicité, de l'adresse, de la stratégie. C'est ça. Avoir une bonne mentalité. D'ailleurs, quel est votre poste quand vous jouez? Alors moi, je suis milieu gauche. D'accord. Donc un poste assez où, on va dire, si je peux dire, on court beaucoup, quoi. C'est dynamique, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Cherchez le mot. Donc du coup, pour revenir à une toute autre question, donc nous on voulait savoir si tu étais uniquement adepte du football classique ou si tu pratiquais également d'autres disciplines comme le foot freestyle ou artistique par exemple. Alors je sais pas si on peut mettre ça dans la case freestyle, mais moi à l'heure actuelle, comme j'ai dit, je suis en break de foot et je fais beaucoup de soccer. Donc soccer, c'est un foot à 5 tout simplement, sur synthétique ou autre. Futsal aussi, j'adore. Franchement, j'aime bien. Et moi, j'ai ma petite particularité, j'adore jouer avec les garçons. Parce que je trouve ça plus physique, il y a plus d'impact. J'adore ça. Donc voilà. Mais en termes de foot freestyle, si je peux revenir à ta question, la seule chose que je fais, c'est ça, soccer ou futsal. Et on a déjà essayé au lycée à faire, c'était le foot japonais ou thaïlandais avec une balle. Le sepak takraw. Ah, Pak Takraw, ok. Sepak takraw. Oui, je m'en souviens très bien. C'était sympa, franchement, c'était une bonne expérience aussi, c'était sympa. Et au niveau justement des figures qu'on peut faire du football artistique, est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? Est-ce que tu penses que c'est conciliable? Est-ce que tu penses que c'est l'un ou l'autre ou les deux? Moi, je suis pas mal de footeux qui font du freestyle, on va dire, des footeux, moi je dis footeux, excusez-moi. Mais sur YouTube, je vois que ça marche pas mal. Après, moi, je me lancerai pas là-dedans parce que franchement, il y a des années de travail et c'est très très dur. Rien qu'un tour du monde, j'ai du mal à le faire, pour vous dire. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir. Franchement, je pense qu'il y a de l'avenir, mais c'est un terrain aussi un peu compliqué. Est-ce que tu penses en fait que si je fais du foot, je peux me lancer dans le freestyle ou c'est vraiment une discipline à part? C'est une discipline à part pour moi. Vraiment, il faut être beaucoup technique et c'est une discipline à part. Ok. Et enfin, du coup, dernière petite question plus liée à l'actualité du foot. La Coupe du Monde 2022, tu mates ou tu zappes?
Je mate totalement à 100%. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à mater. C'est important. Le message est clair. Merci Léa donc, pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup, effectivement. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Voilà. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un plaisir. Nous, on aime beaucoup mettre en valeur les talents locaux. Donc, à Escannes, oui, merci forcément. beaucoup, merci beaucoup. En plus, on est voisins, du coup, parce qu'on est vraiment juste à côté. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis le break, on espère que ce sera temporaire de toute manière. Ce sera temporaire, ça me manque déjà, ça me gratte. Ouais, je le connais bien. Après, j'ai une dernière question, mais c'est plus par rapport aux jeunes qui nous écoutent. Est-ce que tous les jeunes qui se lancent dans le foot, justement, ados ou pré-ados, le font forcément pour de bonnes raisons, j'ai envie de dire? Parce que c'est vrai que le foot, c'est cette image un peu bling-bling où, en gros, je vais être une star, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a un peu altéré la passion dans ce sport? Parce qu'on a vu aussi pas mal de dérives, on en parle avec les supporters, etc. Est-ce que finalement, l'éthique n'est pas passée un peu au second plan? Alors le foot, avant de dire que c'est facile, croire que tout est acquis, c'est compliqué. Il y a du boulot pour devenir justement professionnel, il y a une grande marche à passer, surtout pour les hommes aussi. Les femmes, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il faut oublier ce côté facile, accessible, vraiment. Bling bling. Ouais, c'est ça, bling bling aussi. Après, par rapport aux supporters, c'est vrai que sur certains matchs assez compliqués, je vais prendre un exemple, Paris-Marseille. Donc, y a... Ou Nice, Marseille. Ouais, aussi. Moi, j'ai fait un stage au stade de Alliance, justement. Il y a eu des débordements. Mais après ça, les sanctions sont prises. Mais c'est vrai que des fois, ça va un petit peu loin, surtout en France. Parce que dans d'autres pays, on le voit moins. Par exemple, en Angleterre, il y a vraiment un respect pour le football. C'est vraiment... Ça n'a rien à voir, vraiment. Et pourquoi on est moins gentlemen en France? Alors là, bonne question. Je me pose encore la question. Bonne question. D'accord. Bon. À chacun sa réponse. C'est ça. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Vous êtes... vous revenez quand vous voulez. Merci, c'est gentil. Votre micro, vous êtes toujours ouvert. Merci Marie, merci Stéphanie. Avec plaisir. Pour cette rubrique. On enchaîne tout de suite avec... on reste dans le sport. On reste avec une autre actualité. Une actualité, là aussi, alors peut-être pas locale, mais régionale, avec un événement sport mécanique, n'est-ce pas Heather? Vous voyez peut-être à quoi je fais référence les uns et les autres, chers auditeurs? Non? Alors un petit indice tout de suite en son. Alors, c'est plus clair là, plus facile à trouver. C'était quoi? C'était la moto. MotoGP. Alors pas MotoGP, là on va peut-être en parler de deux mots, mais c'est surtout le bol d'or, le fameux bol d'or qui s'est déroulé quand? Il y a un peu plus d'une semaine. Exactement. Où? Au circuit Paul Ricard. Donc circuit du Castellet dans le Var, évidemment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du bol d'or et de ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine. Alors, le bol d'or a été créé en 1922 et il y a un peu plus d'une semaine, cette compétition a fêté son centenaire. Donc c'est un rendez-vous annuel attendu par tous les passionnés de sport mécanique. Chaque équipage, composé de 3 personnes, bataille pendant 24 heures pour remporter le trophée. À l'origine, le bol d'or était la récompense qui revenait au vainqueur d'une course cycliste d'endurance de 24 heures durant 1894 à 1904. En s'inspirant de cette course, Eugène Mauve, président de l'association des anciens motocyclistes militaires, crée la même course d'endurance, mais pour les motos. Pour tous les amateurs de motos d'endurance, cet événement devient immanquable. Pendant tout un week-end, les bruits des moteurs rythment les journées des passionnés venus des 4 coins du monde au circuit Paul Ricard. Pour bien comprendre l'évolution de l'exploit sportif de cette course, en 1922, Tolly Zinde entrer dans l'histoire en remportant le premier bol d'or en bouclant 2 tours d'horloge avec une moyenne de 51 km/h, de s'arrêtant que pour manger, remettre de l'essence et s'accorder quelques minutes de repos. En 2021, l'équipe Suzuki est passée victorieusement le drapeau à damier du circuit Paul Ricard après avoir parcouru 4000 km avec une vitesse moyenne de 166 km/h. Et donc la semaine dernière, lors de ce 100e anniversaire, fut une compétition pleine de rebondissements. Et après 24 heures de course, la Yamaha numéro 333 de l'équipe Vilté Racing Eagle a remporté le 85e bol d'or au Castellet au terme de 718 tours. Elle a devancé la Yamaha numéro 77, tandis que la Kawasaki numéro 11 a pris la 3e place. D'accord.
Donc en résumé, le bol d'or, par rapport à la MotoGP ou d'autres compétitions moto, quelle est vraiment la différence ? Est-ce que c'est vraiment la compétition pure et dure ou est-ce que c'est aussi une ambiance ? C'est vraiment une ambiance, mais c'est une course d'endurance, donc voilà la différence ça va être avec... Combiner les deux. Est-ce que les pilotes sont plus accessibles pour le public ? Effectivement, oui, parce que c'est des pilotes pas forcément connus. Ils ont monté leur équipe de 3 personnes et ils viennent un peu des 4 coins du monde. Donc forcément, on a un peu plus d'accessibilité avec eux. Et puis ça permet de rencontrer d'anciennes légendes aussi. Je me rappelle qu'il y a pas très longtemps, j'étais allé à une édition et on peut rencontrer des gens comme Giacomo Agostini, qui est quand même l'homme le plus titré en MotoGP, si je ne me trompe pas, historiquement. Et des gens avec lesquels vous pouvez discuter dans un paddock, ce qui serait à peu près inconcevable pour la MotoGP et les GP. Voilà. L'ambiance est extra, il y a des camping-cars de partout, des tentes. Ouais. Franchement, Puis c'est le Var, puis il faisait encore bon. C'est un truc à voir. Absolument, donc rendez-vous l'année prochaine ? Effectivement. Absolument, parfait. Rendez-vous est pris. On reste dans le sport, Erin, mais alors avec toute autre chose, un sport que tout le monde peut pratiquer. Alors là aussi, petite surprise. Si je vous fais entendre ceci, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Non, c'est pas un néon qu'on débranche avec lequel on joue. Ce n'est pas un néon, non. Non, c'est quoi alors ? Alors ça va peut-être surprendre certains, mais on va parler de sabre laser, aussi appelé sabre laser sportif aujourd'hui. Et oui, figurez-vous que le sabre laser, ça n'est pas que dans un film Star Wars, même si c'est celui qui l'a popularisé, mais c'est aussi une discipline à part entière que vous pouvez pratiquer. Et oui, donc c'est à caractère sportif, comme on l'a dit, et c'est apparu dans les années 2010, mais c'est reconnu officiellement comme un sport par la Fédération française de l'escrime, donc la FFE, en 2019. Et du coup, la discipline de sabre laser s'inspire bien évidemment de Star Wars. Et il y a 2 aspects. Il y a le côté plus combat sportif et le côté plus chorégraphie que l'on va tout de suite aborder. D'accord. Alors au niveau du combat sportif, donc c'est un peu comme en escrime finalement. C'est 2 personnes qui s'affrontent. Par contre, l'arène n'est pas sous forme de couloir, c'est plus un rond. Au final, c'est plus, on doit faire plus de mouvements. Ce n'est pas juste en avant, en arrière. Ça va aussi sur les côtés, en diagonale, etc. Il y a un ring quand même ou c'est délimité physiquement ? Oui, c'est délimité. C'est sous forme d'arène. Mm-hmm. Et du coup, il y a 2 adversaires qui s'affrontent et qui cherchent à toucher l'autre pour marquer des points en se conformant bien sûr à un règlement qui encadre le type de mouvement autorisé, car certains ne le sont pas. Et à la fin du temps imparti, le combattant avec le plus de points remporte le match. Donc les points ainsi que le temps délimité dépend finalement des clubs, parce qu'il y a plusieurs règlements. Mmh. Et il existe donc différents règlements de combat qui sont créés par des associations de pratiquants répartis dans différents pays. Mais les règles et les contraintes sont différentes pour chaque règlement, ce qui donne des formats de match différents qui sont plus ou moins longs, plus ou moins intenses, avec des règles plus ou moins compliquées à mettre en pratique. Mais en France, c'est vraiment régi par la Fédération française d'escrime. Donc c'est ce que je veux dire, il y a des vraies règles, il y a un vrai protocole. Pas mal, un petit livret comme ça, avec pas mal... c'est très régi par l'escrime, il nous tape sur les doigts. D'accord, ah oui. Ah oui. C'est physique ? Ah oui, quand même, c'est physique. Est-ce que c'est lourd ? L'équipement ? Oui, puis le sabre. Ah, le sabre non, il est plutôt léger. Donc facile à manier, on peut faire des mouvements... Souvent, on le tient à une main. D'accord. Et du coup, on a l'équipement, par contre, qui lui est plutôt lourd, dont le fameux casque d'escrime. On a aussi un plastron de hockey. C'est le même style ? Oui, c'est le même, c'est un casque d'escrime. C'est le masque de Kylo Ren, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, il y a un plastron de hockey, et après, il y a diverses protections comme genouillère, coudière, protège-tibia, bustier, la coquille aussi, qui peut être... Pour les hommes ? Oui, importante. Bah oui, plutôt pour les hommes, effectivement. Et du coup, voilà, donc là, c'est plutôt le côté combat sportif, donc il fait appel notamment à de la stratégie. Voilà. Mm-hmm. Et du coup, il y a des compétitions qui sont officielles, voilà, parce que, je le répète encore, c'est relié du coup à la Fédération française d'escrime, donc c'est quelque chose d'officiel et non d'officieux. Du coup, voilà. Tout le monde peut en faire ? Oui, tout le monde. Il faut juste avoir un club à proximité, finalement.
D'accord. Et il y en a partout, ça se développe ou... Oui, ça commence à se développer et je reviendrai sur cette partie après avoir parlé du deuxième aspect de ce sport, qui est bien sûr le combat chorégraphié. Voilà, donc qui peut intéresser plutôt les créatifs. Donc là, on met un peu de côté le combat, même si du coup il y en a. Ce qui compte, c'est pas le vainqueur là. Oui, plutôt voilà. le style. Là, c'est faire du spectacle. Très clairement, c'est faire du spectacle, impressionner le public. Souvent, ça aboutit en fait soit à une vidéo, soit à une représentation physique dans des conventions, lors d'anniversaires, même de mariages, lors d'événements finalement. Et du coup, donc l'objectif c'est de reproduire ou de créer une séquence de mouvements à 2 ou plus pour donner l'illusion d'un combat. Donc ça peut être inspiré vraiment d'une scène de Star Wars par exemple, ou alors un combat créé de toutes pièces. Voilà, vous mettez à 2, à plusieurs, vous choisissez les mouvements que vous souhaitez faire, vous vous organisez. Et après, il faut être rapide pour vraiment donner l'impression de vraiment combattre. Et ça époustouflera votre public. Très bien. Et du coup, si on veut regarder, parce que où est-ce qu'on peut voir ce genre de prestations? Bah alors, ça dépend. Il n'y a pas des retransmissions de télé, ça va être sur non, YouTube? C'est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou alors en convention, notamment, comme on en a parlé au début de l'émission, les conventions geek, si je puis dire. Il y en a à The Event? Non, ce n'est pas une convention, c'est un événement, déjà. Oh, pardon. Mais un événement pas conventionnel. D'accord. Et du coup, si vous souhaitez en faire et que vous êtes dans le bassin cannois, il y a un club qui s'appelle The Guardians Cannes. Il y a aussi la version Fréjus, donc The Guardians Fréjus, si vous êtes un peu plus loin. Ouais. Et du coup, il y a le côté donc combat sportif, donc ça c'est le lundi et c'est à Cannes Centre. Et le côté chorégraphié, donc là c'est le jeudi et c'est à Cannes-la-Boca, donc il y en a pour tout le monde. Et si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver donc sur les réseaux sociaux ou sur internet. Vous écrivez juste The Guardians Cannes, donc les gardiens en anglais. Ouais. Donc voilà, et vous les trouvez. Vous pouvez leur poser des questions et même faire des cours d'essai si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez juste simplement essayer, passer un bon moment avec vos amis. Vous pouvez venir essayer, que ce soit l'aspect plutôt sportif, stratégique, ou alors l'aspect plutôt chorégraphie, créatif. Et une fois de plus, si vous avez besoin de précision, que vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les informations abondantes et denses que vient de vous énoncer Erin, eh bien, contactez-nous sur nos réseaux sociaux, iCannes, sur Instagram, sur Twitter, etc. etc. Merci Erin pour cette prestation. On enchaîne. Oh, Ilona est là. Oui. Avec une nouvelle couleur de cheveux qui lui va très bien. Merci. Comment ça va, Ilona? Ça va et vous? Ben, je vais très bien, bien sûr. Et je vais d'autant mieux que je vais apprendre de bonnes nouvelles maintenant. Exactement, n'est-ce on est là pas pour ça. Eh oui, alors on va écouter les bonnes nouvelles parce que c'est la rubrique. Une des rubriques spécifiques de cette émission. Et ben, effectivement, on va avoir des bonnes nouvelles par le journal des bonnes nouvelles. C'est ça. Alors, c'est quoi d'ailleurs une bonne nouvelle? Ah oui. C'est quoi une bonne nouvelle hein? Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut nous rendre heureux, qui va égayer notre journée et qui va nous donner de l'espoir. Alors, la bonne nouvelle, elle arrive toute seule ou la bonne nouvelle, elle se crée? Ah, elle se crée, je pense. D'accord. Et tu penses qu'effectivement, il faut sortir de sa zone de confort? Exactement, exactement. Il faut viser plus haut, plus loin pour être surpris à tout moment. Génial. Et est-ce que tu as justement une petite expérience Eh bien oui, j'ai quelque chose à vous raconter. Ah, il y a la bonne nouvelle. Elle arrive. Exactement. Je vais vous raconter, je vais plutôt vous parler d'un article qui est sorti sur le journal. Donc la directrice du journal des bonnes nouvelles qui s'appelle Sophie Denis et qui est aussi coach en développement personnel, médium dans le domaine ésotérique, a fait une immersion. On va dire. Mais quelle immersion? Une immersion. Elle n'aurait jamais pensé à être caissière et pourtant elle a fait un... Quoi? Non, c'est ça, caissière, mais je trouve ça exceptionnel. Oui. Attends, j'attends la suite, j'ai hâte là. Oui, donc elle voulait trouver un moyen pour s'en sortir dans une période qui n'était pas toute rose, comme mes cheveux. Et du coup, elle a pensé à accepter un poste qui lui a été proposé chez Monoprix pour devenir caissière. C'était quand? C'était cet été et elle avait une mission d'1 mois à Monoprix et elle s'est dit je vais me servir de ça pour apporter du positif aux gens et le raconter de manière humoristique et positive. Donc en fait, son idée, c'était pas simplement d'avoir un travail alimentaire, mais c'était d'apporter quelque chose et à ce moment-là, elle a voulu se lancer le challenge, mais elle s'est dit que ce serait génial
de raconter le vécu de caissière parce qu'on se met pas souvent à la place des caissières. Il y a des journées qui peuvent être très drôles comme très fatigantes. Et elle a eu la chance d'avoir une équipe géniale au Monoprix de Vandelieu. Et ça s'est assez bien passé, quoi. Vous avez lu l'article ? Alors bien évidemment, j'ai lu l'article, je me suis régalée. Je vous conseille à tous de le lire. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est le top 11 des phrases qu'elle a le plus entendues en fait en caisse. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, on s'en fait quelques-unes. Allez. Oui. Allez. Et la promo, elle va marcher ? Ma carte de fidélité, vous l'avez pas rentrée là ? Parce que moi, je l'ai pas sur moi. Oh, c'est trop lourd les cartes de fidélité. Avec l'accent. Ah ouais, avec l'accent, bien sûr, je peux te on le est faire. dans le sud. Et le wesh. Ah ben voilà, elle part en pause. Elle part en pause maintenant, alors que c'est à moi. Je ne reviendrai plus. Ah, c'est toujours l'enfer ici. Non, t'as oublié le jamais. Je ne reviendrai plus jamais. Ah ouais, mais ça c'est autre chose. Voilà, donc quelques phrases effectivement qui sont dans l'article. Et donc oui, l'article est vraiment plaisant et je trouve que c'est une très très belle expérience. En fait, les bonnes nouvelles, ce que je disais, en fait, il faut c'est créer. Ok, on a un problème. On nous propose être caissière, ça fait rêver personne. Eh bien si, Sophie, ça l'a fait rêver. Elle s'est dit, j'ai cette opportunité, à son âge, je vais pas le communiquer, d'être dans la peau d'une caissière. Enfin, je veux dire, qui l'a fait ? C'est-à-dire que les caissières et les caissiers, les hôtesses de caisse, les hôtes de caisse, on les voit tous les jours. Mais est-ce qu'on pense à leur place ? Finalement, la bonne nouvelle, on se la crée. On se la crée par de la compassion, par de la bienveillance. De l'empathie. Exactement. De l'empathie. Et quel meilleur moyen de se mettre à la place de ces personnes. Car ne l'oublions pas, l'homme est avant tout un être social. Oui, exact. Ne jamais l'oublier. Ça s'oublie, mais c'est vrai. Et voilà, pour ces bonnes nouvelles, je vous invite à lire cet article que vous trouvez donc sur le JDBN, donc le journal des bonnes nouvelles en ligne. Il va vous donner une banane et vous dire que finalement, voilà, la vie, elle est belle, on en fait ce qu'on en veut, c'est notre décision. Exactement. C'est magnifique. Je ne sais même pas quoi ajouter. Voilà. Tout est dit, effectivement. Donc le JDBN qu'on peut retrouver donc sur les réseaux en particulier. Sur le jdbn.fr. Donc site internet. Le site internet. Donc c'est le JDBN, hein, c'est pas JDBN tout seul. Hein. C'est jdbn.fr. D'accord, et c'est le JDBN sur les autres comptes. Exactement, okay. Le JDBN sur Twitter, Instagram et Pinterest. Et surtout Pinterest, si j'ai bien compris. Oui, parce que maintenant, Pinterest. Parce que vous ne faites pas que énoncer des bonnes nouvelles, vous proposez aussi des services, et notamment des produits à l'achat que vous testez vous-même. Enfin, voilà. c'est une belle entreprise, quoi. Ouais, hein, oui. On a de la chance d'être avec des partenariats qui sont différents des autres. On a l'impression quand même. Ce sont des choses que je ne sais pas comment dire, on coupera, mais des produits auxquels on avait pas pensé. Alors, il y a beaucoup de partenariats en fait, notamment de tests produits. Donc le JDBN teste des oracles, mais plein de produits. Et puis après, ils font des petits comptes rendus, enfin pas petits d'ailleurs, de vrais comptes rendus, de vraies analyses sur ces produits qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, on en fait des articles, des publications sur les réseaux sociaux. Là par exemple, la dernière chose qu'on a mis sur nos réseaux, c'était des lunettes qui vous empêchent d'avoir le mal de transport, que ce soit en voiture, en avion ou en mer. Et aussi un super programme, on a promu, dit promu, on a promu un super programme qui est à base d'auto-hypnose et qui nous sert à apprendre les langues beaucoup plus rapidement grâce à l'auto-hypnose. C'est génial. Oui. Voilà. Ouais. Alors moi je suis abonné, hein, donc à chaque fois que je me connecte sur les réseaux, je tombe sur une publication du JDBN, donc c'est soit une citation un peu rigolote, il y a même des recettes de cuisine. Ah oui, il y a 32 rubriques, donc c'est très varié, ça peut plaire à tout le monde. C'est ça. Il y a pour se sentir bien, se mettre au vert, il y a de tout. Il y a plein d'astuces, plein de conseils et franchement, suivez le JDBN. Oui. Donc en un mot, si vous êtes vraiment pas heureux, si vous n'êtes pas de bonne humeur, c'est vraiment que vous le faites exprès désormais. Ah oui, on décide d'être heureux. Exactement. Voilà. Autre chose à ajouter ? Moi j'ai hâte de la prochaine émission. On aura peut-être quelque chose, non d'oracle. Petite sélection. On n'en dit pas plus, mais le mois prochain, quelque chose me dit qu'il va se passer des choses dans cette émission. Ça va être chouette. Voilà. Merci. Bon, merci à vous. On enchaîne avec Erin le retour et Marie le retour,
qui vont vous donner, alors ça c'est surtout vraiment pour les jeunes, pour les étudiants, nouvelle année, donc nouvelle résolution, certains changent d'établissement, ils étaient en lycée ou en collège, ils passent au niveau supérieur, on arrive à la fac, on commence les études, on est de plus en plus livré à soi-même, donc il faut s'organiser, c'est parfois un peu compliqué, donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez plus, Marie et Erin sont là pour vous driver et vous permettre de réussir votre année. Alors attention, prenez des notes, un stylo, et on vous écoute. Alors, tout d'abord, nous allons vous parler de choses qui peuvent vous paraître plutôt banales, parce que nous allons vous parler de tout ce qui est agenda, d'organiser son bureau d'ordinateur et ses affaires scolaires. Donc on tenait vraiment à mettre les points sur les i et les barres sur les t sur le fameux agenda qu'on achète en début d'année, mais qu'on laisse très vite tomber. Eh oui. Voilà, on se dit non, on n'en a pas besoin, j'ai une mémoire d'éléphant, je peux tout retenir, j'arrive à partir du cours assez rapidement en retenant quand même ce que me dit mon professeur. Mais non, l'agenda est quand même très important, que ce soit papier, sur votre téléphone ou même sur votre ordinateur. C'est vraiment important de le tenir parce que ça vous permettra de bien vous organiser et surtout de rester organisé au fur et à mesure du temps, que ce soit par rapport à vos devoirs, à vos cours ou même à vos activités par exemple extrascolaires ou si vous avez prévu un voyage, etc. Donc tenir un agenda, ça paraît anodin, mais c'est vraiment très important de vous le rappeler qu'il faut tenir un agenda. Donc la prochaine fois que votre professeur vous dit « sortez votre agenda », vous ne sortez pas de cours, non, vous sortez votre agenda. Exactement, et alors là c'est le prof qui parle. Agenda, étymologiquement, ça vient du latin ago, agere, qui signifie agir. Donc c'est littéralement ce qui doit être fait, l'agenda. Alors vous sortez votre agenda. Et je le rappelle, alors vraiment là c'est l'expérience, c'est que les jeunes, les étudiants, les élèves sont persuadés que quand on leur dit les choses, ils les retiennent. Or, vous avez tellement d'informations dans une journée de cours que vous ne pouvez pas tout mémoriser, c'est mathématiquement impossible. Donc, on prend des notes et surtout, et en plus des agendas, vous les avez sous forme numérique, sur vos téléphones. Moi, je l'utilise très souvent. Voilà, donc tel jour, à telle heure, je dois faire ça ou je dois rendre telle chose. Voilà, et ça vous allégera considérablement la tâche. Voilà. Et du coup, donc pour continuer un peu sur ces choses qui paraissent plutôt anodines, je vais vous parler donc tout ce qui est de gérer et organiser ses cours. Donc que ce soit papier ou alors sur votre ordinateur, parce que quand on passe en études supérieures, souvent on opte pour un ordinateur. Et du coup, ce qui est très important, c'est vraiment de trier et gérer vos dossiers. Voilà, donc de mettre des titres, de mentionner la date à laquelle vous avez écrit votre cours, etc. Parce que sinon, vous allez être très vite submergé par vos cours et vous allez vous perdre tout simplement et ça ne vous donnera pas envie de vous y replonger. Donc c'est vraiment très important de les trier. Aussi, si vous écrivez directement sur l'ordinateur ou même si vous écrivez en ligne, c'est très important de mettre sur clé USB. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez avoir un problème d'ordinateur ou un autre problème qui fait que vous allez tout perdre et je pense que ce serait vraiment dommage de perdre des mois de cours acharnés pour une simple petite erreur. Donc vraiment pensez, faites-vous peut-être... ce serait bien une fois par semaine, un moment, vous mettez sur votre ordinateur, vous renommez vos dossiers, vous mettez les dates, vous classez... On trie, tout voilà, bêtement. vous triez, vous mettez sur clé, voilà, vous sécurisez la chose, si je puis dire. Et si vous êtes plutôt encore team papier et que vous avez plutôt opté pour un classeur, ce qui est très important, c'est bien sûr donc de trier le classeur au fur et à mesure. Et ce que nous vous conseillons, c'est d'avoir 2 classeurs, un principal et un du coup secondaire. Donc le secondaire reste chez vous. Et comme ça, au fur et à mesure de l'année, vous mettez les anciens cours du principal dans le secondaire afin d'avoir un classeur allégé. Donc déjà, ça vous aidera pour votre dos. Vraiment, votre dos vous remerciera très sincèrement. Et puis même, ça vous permettra de plus facilement vous retrouver dans vos cours. Et peut-être que les devoirs, les révisions vous intimideront moins. Bien sûr. Alors moi, je vais vous parler maintenant de tout à fait autre chose, mais qui reste quand même dans l'organisation, les cours, etc. Améliorer en fait tout simplement votre organisation. Donc je vais vous parler d'une application à savoir absolument utiliser pour faire vos meilleures présentations orales. Donc nous au BTS, on en a quand même beaucoup besoin. Donc pour les exposer. Exactement. Donc j'ai nommé Canva. Oh.
Oui, le fameux. Donc Canva, c'est un site de création visuelle qui pourra vous aider à mettre en forme vos diaporamas de manière fluide et originale à l'aide de templates prédéfinis. Selon les thèmes que tu souhaites, tu pourras modifier les informations nécessaires à ta présentation, tout simplement. Donc les templates, pour ceux qui ne savent pas, c'est les préconfigurations visuelles. Exactement, donc c'est en fait déjà tout fait et il n'y a plus qu'à compléter avec nos informations, ce qu'on souhaite y mettre, mais c'est très pratique pour les étudiants qui ne sont pas forcément très créatifs, on va dire, de base, pour avoir des présentations qui rendent quand même très bien à l'arrivée. Donc on vous conseille vivement de vous y mettre le plus tôt possible, même dès le lycée. On sait qu'il y a beaucoup de présentations orales à faire depuis toujours dans notre scolarité, donc c'est très important de s'y mettre maintenant pour se différencier. C'est ce qu'on appelle communément la PAO, la présentation assistée par ordinateur. Exactement, donc très pratique et on vous conseille. Donc du coup maintenant je vais passer dans une autre catégorie, la catégorie organisation et travail de groupe. Donc ça aussi, le travail de groupe, vous en aurez très régulièrement à faire, peu importe la filière, peu importe la branche et les études que vous faites. Donc nous on va vous parler de Google Drive. Donc Google Drive, ça va vous permettre de gérer et de partager facilement des contenus sur tous vos appareils tout en pouvant créer des dossiers pour mieux vous organiser. Donc un Drive permet de créer des fichiers partagés pour faciliter vos travaux de groupe. Donc toutes les personnes du même groupe peuvent s'organiser sur la même page qui sera directement sauvegardée sur l'application. Et du coup, c'est très pratique pour pouvoir travailler en même temps tout simplement. Et c'est surtout, c'est surtout que c'est interactif, c'est-à-dire que vous avez un document qui mutualise finalement le travail de tout le monde, et quand quelqu'un modifie quelque chose, les autres ont accès à ces modifications et ça évite d'avoir plusieurs versions différentes du même document. Donc très pratique, voilà, on vous conseille également Google Drive. Et du coup, pour continuer dans la lignée de Google Drive, je vais vous parler de Trello, donc qui est un outil... Trello, oui. Oui, Trello, qui est un outil gratuit et qui est accessible à tous. Donc il peut être utilisé en ligne, donc soit via un navigateur, ou alors il y a carrément une application. Donc c'est à vous de voir, à vous de choisir, et du coup c'est aussi quelque chose que donc vous pouvez vous en servir pour vous, voilà, parce que vous pouvez faire des listes des tâches, vous pouvez faire des tableurs, et du coup ça peut vous servir seul ou alors en équipe pour vous permettre de vous organiser pour des projets, qui fait quoi, qui rend quoi, etc., etc. Et il est facile à prendre en main, ce qui donne l'opportunité à tous de pouvoir l'utiliser sans problème, comme Google Drive et Canva. Je précise que ces conseils qui viennent de vous être proférés et énoncés émanent de 2 étudiantes qui les ont appliqués elles-mêmes. Ah oui, voilà. Donc, exactement. On vous je en peux en parle attester moi-même en tant qu'enseignant. Elles le mettent en œuvre. Effectivement, c'est ce qui fait qu'elles sont absolument brillantes et qu'elles réussissent un travail de qualité et d'une grande efficacité. Donc du coup, pour continuer dans cette belle lancée, moi je vais vous parler d'un outil que pratiquement tout le monde connaît, un petit peu plus pour les gens format papier, on va dire. Donc c'est les fiches Bristol. Voilà, donc ces petites fiches cartonnées qui nous ont envahi toute notre scolarité, mais qui sont pourtant très utiles si elles sont utilisées correctement. Parce que voilà, il ne suffit pas juste de tout écrire, tout son cours bien rédigé sur ces fiches Bristol, mais on peut vous donner quelques petits conseils pour les améliorer. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de toujours écrire forcément le nom du chapitre et le nom de la matière dans laquelle vous êtes pour vous repérer. Vous pouvez aussi choisir des couleurs en fonction des matières. Voilà, surligner, souligner, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, on vous conseille d'écrire les gros titres ou les sous-titres de vos chapitres et de ne pas mettre surtout trop d'informations, mais surtout de faire des points clés. Ce qui sera beaucoup plus productif pour la révision, plutôt que de rédiger, ça ne vous fera pas forcément mieux apprendre. Donc voilà un petit peu pour les fiches Bristol. D'ailleurs, le conseil qu'on vous donne généralement pour ça, c'est que vous avez donc une petite fiche et vous devez vous interdire, en synthétisant un cours, interdire de faire plus de la feuille ou de la page. Voilà. Exactement. Donc vous vous débrouillez pour que ça rentre visuellement, pour avoir une vue synoptique. C'est ça. Et donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on peut désormais faire des fiches Bristol directement sur l'ordinateur. Voilà, donc il suffit de taper tout simplement sa fiche Bristol sur un traitement de texte, se rendre dans mise en page, sélectionner le format 13 par 20 cm, donc c'est très important, réduire les marges et imprimer en ayant mis au préalable les petites fiches cartonnées dans votre imprimante. Donc ça, c'est un petit peu pour les feignants, on va dire, qui n'ont pas trop envie de s'embêter à écrire à la main. On vous propose aussi cette solution du coup directement sur ordinateur. C'est très astucieux tout ça. Exactement.
On a fait le tour Non, Non. pas encore. Ah. Pour rester dans l'univers, on va dire, des fiches, je vais vous parler des flashcards, donc qui sont de plus en plus utilisés et qui viennent en fait un peu accompagner, qui sont un peu complémentaires finalement aux fiches Bristol. Je pense qu'elles ne seront pas suffisantes pour que vous puissiez réviser, mais sur le long terme, en tout cas, ça pourra vous être utile. Donc les flashcards, c'est quoi? C'est tout simplement des fiches de mémorisation. Donc le principe est plutôt simple, même extrêmement simple. Donc sur des petites cartes plus ou moins grandes selon vos besoins, vous écrivez une question et sa réponse. Donc au recto, vous mettez la question, donc court. Et au verso, la réponse, comme ça, après, vous faites un paquet. Et vous vous entraînez comme ça, question, réponse, et au fur et à mesure, ça rentre en tête. Technique Donc, du trivial poursuite, en fait. c'est ça. Et donc pour tout ce qui est, par exemple, en histoire, les dates à retenir, les événements, donc ça vous fera pas forcément retenir l'entièreté du cours, mais ça pourra vous donner des repères qui vous serviront donc pour les cours et pour toute la vie, même en culture générale, ça peut vous servir. Par exemple, le côté un film, le derrière, le réalisateur, ça vous servira peut-être pour votre contrôle, mais aussi plus tard, si pour tout simplement votre culture générale. Et bien sûr, parce que les études, ça ne sert pas qu'à avoir des diplômes ou des examens, mais ça sert aussi à se forger soi-même sa propre culture personnelle. C'est ça. J'ajouterai 3 autres petits conseils, si vous en avez terminé. Moi, il me restera un truc, mais Allez, je peux le dire allez-y. Non, je peux le dire à la fin. C'est un Eh truc ben, du les coup. conseils basiques, c'est-à-dire déjà l'assiduité, la ponctualité. Donc, assister à tous C'est les un prof cours. qui parle. Hein. Ah oui, forcément. Hein. C'est un prof qui Donc, arriver à l'heure, tous les jours, être prêt et dispo. Écouter, évidemment, le contenu des cours, parce que réviser, c'est bien beau, mais si on n'a pas écouté la leçon, c'est plus compliqué. Et puis, troisième conseil aussi, apprendre à reformuler. La meilleure façon de vérifier qu'on a compris quelque chose, c'est d'être capable de le réexpliquer avec ses propres mots. C'est plutôt bon conseil, même si ça vient toujours quand même d'un prof, mais ça reste Ah bah des oui, bons mais ça a été conseils. appliqué, c'est comme ça que j'ai appris moi. Hein, donc, Et donc, dernière astuce. Et donc, dernière astuce, c'est plutôt, on va dire, un conseil. Nous savons que certains d'entre vous, peut-être, n'ont pas leur propre chambre, ou alors elle n'est pas très bien rangée, car elles ne sont pas de nature organisée. oui. Pour faire vos devoirs, ce qui est bien, c'est de se rendre dans un lieu, comme ça, déjà, ça met la séparation entre le chez vous et le travail, un peu comme quand vous allez au lycée, à l'université, etc. Puis quand vous êtes chez vous, vous avez plus tendance à aller sur le téléphone, sur l'ordinateur, regarder la télé ou faire autre chose, alors que quand vous êtes dans un lieu que vous, dans votre tête, prédéfinissez comme lieu de travail, lieu de devoir, vous allez être plus, du coup, dans cet état d'esprit. Du coup, nous vous conseillons bien sûr les médiathèques, voilà, dont par exemple Noailles, donc la médiathèque qui se situe dans la sublime villa de Rothschild, Eh donc, oui. que vous retrouvez à Cannes, à côté de la MJC Pico, et qui vous offre vraiment un milieu limite enchantresque, je pourrais dire, que ce soit Enchanteur. intérieur, si vous voulez, que ce soit intérieur ou extérieur, qui vous donnera vraiment envie de travailler. Ouais. Après, vous avez également la médiathèque de Ranguin, si vous êtes plutôt vers Cannes-la-Boca. Vous avez également une autre médiathèque à Cannes-la-Boca, donc qui est vers la place du marché, qui est la médiathèque de la Verrerie. Et sinon, à Cannes-Centre, vous avez la médiathèque Romain-Gary, qui est dans le quartier République. Place de la République, exactement. Voilà, donc c'est à proximité, que vous soyez en train, en bus, à pied ou en voiture. Donc c'est à proximité et ça vous permet vraiment de faire une coupure entre le travail et le personnel. Et après, vous pouvez également trouver des lieux qui vous plaisent, qui ne sont pas forcément des médiathèques, comme par exemple des cafés où vous vous sentez bien. Et nous citerons par exemple ici Élixir et Sorcellerie, qui est un café qui a ouvert cette année. À Cannes, donc c'est à 10 minutes de la gare de Cannes, et en fait c'est un café thématisé Harry Potter, et si vous êtes... Je précise... Je me disais, une émission sans Harry Potter. Non, voilà. c'est pas ça, c'est tout placé. simplement que si vous ne trouvez pas la soif de travail, la motivation pour faire de vos devoirs, vous retrouvez dans un univers qui vous plonge dans l'univers du coup d'Harry Potter et d'Ainsi Poudlard, vous donnera peut-être cette motivation que vous recherchez chez vous. Et peut-être deviendrez-vous un Gryffondor. Ou un Serpentard. Et ben c'est parfait. Avec tous ces conseils, toutes ces astuces, si vous ne réussissez pas votre année, là encore, c'est vraiment que vous le faites exprès. Eh oui. Il nous reste une dernière rubrique. On enchaîne avec la rubrique Astro. C'est parti. Les prévisions pour l'automne. Alors, les prévisions. Alors, le 23 septembre, déjà, il faut savoir que le soleil est entré dans le signe de la balance.
Alors, entrée, la balance, c'est un signe d'équilibre, bien évidemment, et d'harmonie. Le soleil va rejoindre le point d'équilibre entre le jour et la nuit. La balance est le signe qui envisage l'autre et le considère, qui cherche toujours à équilibrer les rapports de la façon la plus harmonieuse et la plus juste possible. C'est donc une saison pour créer du lien, de la tolérance, de la conciliation, de l'équité, de la justice, de l'harmonie, de l'élégance, de l'esthétique et du respect. Bon, bref, c'est l'équinoxe d'automne. On l'appelle aussi le Mabon. Alors, le Mabon, c'est quoi en fait? C'est l'équilibre. Comme je l'ai dit, c'est l'harmonie entre le jour et la nuit. Voilà, donc cet équinoxe, en fait, le jour et la nuit ont la même durée. Donc, c'est l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Cette fête marque la fin du cycle productif de la nature. C'est le commencement d'une phase de stérilité. De plus, sur cette période, le 25, qu'est-ce qui se passe? Le 25, c'est la nouvelle lune qui se forme en balance. Donc la nouvelle lune qui se forme en balance est un lien avec l'équilibre intérieur. C'est la capacité, la tempérance en fait, et la justesse. En plus, la nouvelle lune, là, elle est conjointe. Tu sais à quoi, Hilo? Non. Elle est conjointe à Mercure et Vénus. Donc, c'est des belles paroles. D'accord. Concrètement, on nous invite à concilier la douceur, bien évidemment. Voilà. Donc, la lune en balance, elle nous parle en fait d'émotions débordantes. Ça prend de l'ampleur. Il peut même y avoir des excès de comportement en tout genre. Donc, il faut faire attention parce que ces besoins lunaires, voilà, ça va vraiment accroître nos émotions. Et notamment sur l'axe, le grand axe Bélier-Balance, donc du relationnel. On est entre le je et le nous. En fait, c'est vraiment se connecter à ses sensations, recevoir la justesse. Le 29 septembre, il y a encore quelqu'un qui va rentrer dans le signe, et là, c'est Vénus. Alors, Vénus qui rentre dans un signe, ça crée véritablement le vrai courant d'harmonie, la paix, et surtout Vénus, c'est la beauté. Alors tu vas me dire, c'est pas que la beauté. Non, c'est des énergies d'amour. C'est l'amour alchimique. C'est qui vous invite en fait à ressentir, à vibrer, à aimer sans condition et à voir tout ce qui est beau sur Terre. Et ça revient encore aux bonnes nouvelles. Voilà. Alors, moi je vais vous parler des heures miroirs. Est-ce que tu sais ce que c'est les heures miroirs, Stéphanie? Ah non. Alors c'est des heures identiques. Est-ce que ça te parle? 11h11 hein? Oui, 11h11, 12h12, 15h15. Alors, les heures miroirs, il y a beaucoup de gens qui bloquent dessus de plus en plus, qui se posent des questions dessus, qui veulent savoir ce que ça veut dire. Parce que souvent, on se dit, je suis tombée une fois sur 9h09, ensuite 11h11, 12h12. Et en fait, les heures miroirs, avant tout, c'est des synchronicités. Ça montre qu'on est beaucoup plus connecté à notre intuition et aux messages qu'on reçoit, que ce soit de l'au-delà, des anges. Parce que maintenant, on est beaucoup plus rationnel. On raisonne, on pense beaucoup plus avec notre raison et beaucoup moins avec notre intuition. Et les heures miroirs nous poussent à faire plus attention à notre intuition parce que souvent, on se rend compte que les heures miroirs sont... je recommence ma phrase. Parce que souvent, on se rend compte que les heures miroirs sont en synchronicité avec ce qu'on pense, ce qui nous arrive. Et chaque heure miroir a un message. Par exemple, 1h01, c'est « elle t'aime ». Il ou elle t'aime. 8h08, c'est méfie-toi. 17h17, c'est dispute. Ça peut varier. Mais en tout cas, voilà, les heures miroirs, ça sert à nous reconnecter profondément à notre intuition et à essayer de moins raisonner. Voilà. Bon, ben ça, c'est super. Alors, est-ce que, Ilona, tu as rencontré quelques petites difficultés ces jours-ci au niveau technique? Mon téléphone, oui, il marche plus trop. Hein. Ça c'est Mercure qui rétrograde. Je pense. Niveau relationnel, hein? Des petites disputes par-ci par-là, quoi. Ça, c'est Mercure qui rétrograde. Alors, c'est quoi Mercure qui rétrograde? Écoutez, depuis le 10 septembre, Mercure rétrograde. Alors, il rétrograde 3 fois par an. Hein. Ça n'arrive pas que là. C'est 3 fois dans l'année où... voilà. Mais là, il rétrograde, on l'a vu, donc dans le signe de la Vierge, parce que le 10 septembre, on était encore dans le signe de la Vierge. Aujourd'hui, on est dans le signe de la Balance. Donc voilà, et il va rétrograder jusqu'au 2 octobre. C'est quoi une planète qui rétrograde? C'est super simple. En fait, dans le ciel, elle change de direction. Elle ne change pas comme ça d'un coup. Youhou, non. Elle va au départ ralentir, stagner et ensuite faire
marche arrière. Et quand Mercure rétrograde, c'est quelques petites complications comme ça, par exemple. Bien évidemment, des idées un petit peu confuses, des petites tensions, des petites contrariétés, et puis tous ces petits problèmes techniques, une petite panne de voiture. Voilà. Je comprends mieux alors. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mercure qui rétrograde, c'est même une bonne nouvelle. Pourquoi ? C'est une période où on va nous inviter à de l'introspection. C'est le moment de ralentir. C'est le moment de se poser, de se questionner et véritablement de voir nos prises de conscience. Donc, le signe de la balance, c'est le signe de la communication. Donc, c'est le signe qui va être le plus... c'est ce qui va être la communication, c'est ce qui va être le plus affecté jusqu'au 2 octobre avec cette rétrogradation de Mercure. Moi, je suis balance, ascendant balance. Je suis mal barrée. Voilà, la communication, quelques petites tensions. Mais voilà, ça va être vraiment le moment de se poser des questions sur sa vie relationnel, sur sa communication, être sensible aussi sur la vie des autres, le regard des autres. Mais n'oublie pas, de toute manière, la balance, c'est le signe d'équilibre, de la justice, de l'équité. Donc tu as vraiment un très beau signe et en plus, c'est en parfait équilibre avec ton ascendant. La seule chose qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est encore plus que d'habitude, c'est de lâcher prise et bien évidemment de faire le point sur vos projets, sur vos relations bien évidemment. On est en automne, on a parlé d'équinoxe tout à l'heure, donc pour mieux amorcer cette phase hivernale, il faut vraiment avoir le souci d'avoir le sens du détail et puis c'est le moment aussi de dire au revoir à certaines choses pour passer à d'autres et pour faire d'autres projets et puis laisser notre mental un petit peu au repos. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, dans la douceur. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces prévisions qui sont finalement assez optimistes. Alors moi, je dirais surtout merci à Nessie B qui a rédigé les rubriques Astro. Eh bien, merci à elle. C'était vraiment de très haute qualité. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, dès le mois d'octobre, donc, pour une nouvelle émission avec plein de contenu. Et Ilona, on est très à l'affût donc, de ce que vous allez nous préparer. J'ai hâte. Rendez-vous est pris. Hi Can sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 91.9.